Bonjour, nous sommes le 24 janvier 2025 avec une météo qui a été un petit peu chaotique durant la nuit puisqu'en fait on a eu une petite tempête voilà, de vent avec des arbres avec un arbre qui s'est écroulé pas loin de chez moi. Voilà, donc c'était le résultat de cette tempête. On va dire, Alors, cette vidéo aussi va se consacrer, je veux dire, cette vidéo aussi va être consacrée à une nouvelle rubrique qui est la communication. Alors, la communication peut être orale, écrite. Alors, écrite, sous-entendu texte, mais on peut communiquer par beaucoup de moyens, parce que le dessin est aussi une expression. La danse corporelle, c'est aussi une expression. Donc, voilà, bouger son corps, voilà, c'est aussi une expression. On peut, au travers voilà, de figures spatiales du corps, exprimer certaines choses. Donc, l'expression, la communication, elle est expressive. On va dire elle est expressive. La communication est expressive. D'où le terme expression. Expression orale et écrite et bien sûr, comme je vous ai dit, autre. Il n'y a pas que l'expression orale et écrite, mais comme je vous ai dit, faire un dessin, c'est aussi c'est s'exprimer. On peut s'exprimer par différentes façons. Le dessin, l'art. En tout cas, l'art permet l'expression. L'art. Alors, qu'est-ce qui permet l'expression? Beaucoup de choses. L'expression, on le retrouve dans beaucoup de domaines, notamment dans tous les domaines. L'expression, on le retrouve dans tous les domaines. Alors, on peut retrouver ça dans la politique. La politique, c'est de la communication. La politique dans les entreprises. Les entreprises, il y a de la communication dans les entreprises, bon, entre ouvriers, entre employés et ouvriers, entre patrons et ouvriers, etc. Mais la communication peut se faire dans différentes directions, différentes directions. Donc, je veux dire, elle ne s'articule pas uniquement au niveau d'un chemin. Elle peut prendre plusieurs chemins, la communication. Donc on peut retrouver ça dans la politique, la musique, l'art, en tout cas dans les arts de toutes sortes. L'art de toutes sortes, parce que les arts, il y a beaucoup d'arts, mais il y a beaucoup de milieux artistiques, donc on peut retrouver ça dans les arts. Donc dans le monde, dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises, on peut retrouver tout ça, dans l'art, bien sûr dans les écoles, puisque les professeurs excellent dans la communication, puisqu'en fait, excellent, bon, ça dépend. C'est ce que je vais parler durant ces vidéos sur la communication. Est-ce que c'est exceller? Tout dépend. Tout dépend. Parce que pour qu'un message puisse passer, l'excellence, ce n'est pas avoir, je veux dire, le bagou et s'exprimer correctement. Ça ne suffit pas. La communication, il faut que la personne qui est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a dans le schéma de la communication, on retrouve le destinateur et le destinataire du message. Mais si le destinataire, bon, ne comprend pas, malgré toutes les bonnes intentions du destinateur, si le destinataire ne comprend pas le message, alors le message c'est peut-être de multiples façons. Si vous faites de l'anglais, bon, maintenant si quelqu'un ne comprend pas l'anglais, c'est qu'il comprend pas, c'est qu'il y a des mots. Par exemple, s'il y a une phrase qui est énoncée en anglais, via une intention d'un destinateur, si la personne de l'autre côté, le destinataire, essaie de comprendre, alors tout d'abord il faut avoir des bonnes facultés auditives. Voilà, parce que si on n'entend pas bien, c'est normal qu'on ne comprenne pas le message, parce que d'abord il faut avoir une oreille correcte. Si quelqu'un n'a pas une oreille correcte, à ce moment-là, il faut des appaillages pour pouvoir améliorer, dire la compréhension
voilà, ou le monde qui vous entoure, parce que le monde qui vous entoure, c'est pas que de la communication, c'est aussi des sons. Il y a toutes sortes de. Alors, par exemple, une alarme, c'est quelque chose qui doit éveiller l'attention de la personne en se disant bon, il y a quelque chose qui, qui, qui se produit. Bon, est-ce que c'est grave, c'est moins grave maintenant tout dépend de l'analyse de la personne en fonction de ce qui se passe. Pourquoi une alarme s'est mise en branle, par exemple une alarme incendie, voire une alarme d'intrusion. Donc voilà, il y a la perception aussi voilà, de la personne qui va aller voir, analyser ce qui s'est passé au niveau de l'alarme. Et donc les sons sont fort importants. Les sons nous entourent. Hein, nous entourent. Donc on sait bien qu'il y a un train qui passe, on sait bien qu'il y a un camion qui passe, on sait bien qu'il y a une voiture qui passe, on sait bien qu'il y a quelqu'un qui joue de la musique tout près, voilà, et ainsi de suite. Donc le monde, dans la communication, il y a toutes sortes de perceptions, je veux dire, qui peuvent nous arriver à l'oreille. Voilà. Et donc, à partir de là, le cerveau va analyser, il va se poser les bonnes questions en sachant, en sachant ce qui s'y passe, ce qui s'y produit ou ce qui est dit, ce qui est dit. Voilà. Et donc, la communication excelle dans la politique, les arts, dans les entreprises, voilà, parce que bon, s'il faut aller vendre des produits d'une entreprise, ben, c'est le vendeur qui va s'en charger. Et s'il n'est pas doué voilà, d'une certaine forme d'expression, eh bien, je veux dire, il ne vendra pas ses produits et c'est malheureux pour l'entreprise. Parce qu'on délègue une personne qui est un vendeur, et le vendeur va se charger, je veux dire, d'aller vendre ses produits, quels qu'ils soient. Ça peut être un service informatique, comme ça peut être, je veux dire, des vases, comme ça peut être, voilà, toutes sortes de produits. Des produits chimiques, comme des produits chimiques, voire des médicaments. Et s'ils n'arrivent pas à vendre ces médicaments, c'est un petit peu embêtant. Et donc, la vente bon, qui est voilà, une branche, une fonction de l'entreprise. L'entreprise a besoin de vendre ses produits ou ses services. Et donc, dans la vente, il y a énormément de communication. Donc, le monde de l'entreprise est régi par cette communication orale et écrite, voire bon, attention, comme je vous ai dit, il y a l'expression verbale et non verbale. Hein. Il y a les expressions verbales, et non verbales. Et grâce à ça, bon, certaines personnes peuvent tirer des conclusions, mais parfois ce sont des conclusions hâtives. Ouais, c'est pas parce que quelqu'un a des tics que forcément il va pas rentrer dans une société et travailler, je veux dire, dans un certain emploi et faire correctement son travail. Donc, c'est pas parce que voilà, il a une forme voilà, d'handicap qu'il n'est pas capable de réaliser certaines tâches et voilà, et de l'exclure de façon drastique. Ça ne se passe pas. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça parce que c'est la personne qui perçoit, je veux dire, voilà, les expressions verbales et non verbales doit aussi être, je veux dire, doué d'une certaine jugeote et de se dire ne pas pouvoir, voilà, extraire une personne qui en vaudrait la peine et qui a été mis de côté parce que juste parce qu'il avait un handicap. Voilà, et donc l'expression verbale et non verbale doit être, je veux dire, voilà, perçue, mais pas de façon hâtive et pas de façon, je veux dire, inadaptée. Une personne qui entrevoit quelque chose, ben, il doit analyser, se dire que telle personne a malgré son expression non verbale, c'est-à-dire, on va dire, sa gestuelle, elle a une mauvaise gestuelle, c'est pas pour autant qu'elle ne rentre pas dans le milieu de la politique ou des arts ou de l'entreprise, etc., etc. Voilà. Alors, donc ici, comme je l'ai dit, la communication orale et écrite entre dans beaucoup de domaines. Alors, j'en ai mis 3 ici, mais je pourrais, je veux dire, en mettre plusieurs. Donc, bien sûr, l'entreprise, le monde du public ou privé, le monde de la société en général, voilà, etc. Savoir parler, c'est savoir communiquer, c'est savoir échanger, c'est savoir, je veux dire, vendre, c'est savoir s'exprimer au niveau des arts, au niveau du dessin, au niveau de la musique, au niveau, voilà, c'est montrer son savoir-faire dans une entreprise, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Et donc,
je vais entrevoir donc ces notions de communication orale et écrite, euh, bien sûr basées sur du code. Bah, bien sûr, il y a du codage, parce que parler le français, comme j'ai dit, il faut une bonne audition avant tout. Ça commence par là, sinon il faut mettre un appareil pour pouvoir, je veux dire, euh, décoder. Ou sinon il reste pour vraiment les sourds, il reste aussi, il y a d'autres langages, hein. Il y a le langage de la gestuelle aussi, hein. C'est quelqu'un qui est fortement atteint au niveau de la surdité, je veux dire, il reste des langages de gestuelle. Et ça, bon, ils ont le code. Donc le codage, il est de multiples, il peut prendre de multiples facettes dans la communication. Alors en général, le code, c'est la langue parlée. La langue, j'ai pas dit la langue maternelle, c'est la langue parlée. Là où vous vous situez, vous devez parler cette langue pour pouvoir échanger, pour pouvoir aller au magasin, voilà, acheter certaines choses. Quoique, bon, au magasin, on n'est pas obligé de parler, puisqu'en fait, vous prenez vos objets, vous les mettez à la caisse et on s'en charge. Le paiement se fait en automatique grâce à une caissière. Elle vous demande pas, je veux dire, quoi que ce soit. Voilà, bon, donc, mais la langue parlée de l'endroit où vous êtes, parce que c'est là qu'il parle telle langue, ben vous devez vous adapter à la langue. Donc apprendre la langue ou vous adapter à la langue ou à posséder la langue maternelle du milieu. Voilà, donc le codage, ça peut être une langue parlée, ça peut être aussi, je veux dire, une gestuelle, comme je vous ai dit. Par exemple, les sourds utilisent une gestuelle, les aveugles utilisent un autre code, hein, quel est le langage braille, voilà, et ainsi de suite. Alors, par exemple, si vous faites de l'informatique, c'est le traitement automatique de l'information, d'où le mot informatique. Il y a traitement de l'information, voilà, mais de manière automatisée, c'est-à-dire par des moyens euh, électroniques. Électroniques. Moyens électroniques, c'est via des processeurs, des claviers, des écrans, via des mémoires, etc. Et voilà, et par bien sûr l'entremise euh, euh, d'une mise en connexion des signaux de ces différents éléments qui sont la mémoire, l'écran, etc., etc. Voilà, le clavier, etc. S'il y a des périphériques extérieurs, ben, imprimante, souris, voilà, tablette, etc. Donc le code, il est aussi de multiples facettes. Alors par exemple, dans les écoles, les gens apprennent les langues, par exemple le latin, il y a des cours de latin, des cours de grec, bon, enfin, avant il y avait le latin et le grec, c'est voilà, des anciennes langues qui permettent avoir, quand vous faites du français, enfin quand vous apprenez le français, ben, d'aller rechercher des mots que vous ne connaissez pas, mais aller rechercher grâce à un préfixe ou un suffixe, ça permet d'aller voir, de signer, de donner une première définition, enfin une première vision du mot, avoir une première approche du mot. Je ne vais pas dire une définition, parce qu'une définition, il faut la créer, faut se consacrer un petit moment pour essayer d'entrevoir qu'est-ce qui rentre dans une définition, qu'est-ce qui ne rentre pas dans une définition. Une définition, c'est un peu plus difficile à construire. Et généralement, il y a des gens bien placés qui, euh, qui s'occupent de mettre des définitions aux choses. C'est voilà, hum, c'est l'académie, euh, l'académie française. Il y a aussi l'académie des sciences, hein, bon, l'académie qui met des mots, des définitions aux mots scientifiques. Voilà. Et donc, si je prends les langues, eh bien, vous avez des langues qui sont apprises dans les écoles. Donc, le premier codage qu'on fait, c'est d'apprendre, je dirais, bon, l'alphabet. L'alphabet, de chiffrer les nombres. Donc, les langues, c'est le français. Si vous apprenez le français voilà, en France ou en Belgique ou peu importe en Suisse ou dans une autre contrée, vous apprenez la langue, la langue, la langue qui fait partie d'une culture. Une culture, voilà, la culture française utilise la langue française. Alors, il y a des langues qui se perdent. Je pense au wallon. Le wallon se perd au profit de la langue francophone, de la langue française. Enfin, au profit de la langue française. Et ça donne une région non plus. Ça donne toujours une région wallonne, mais, enfin, on va dire une contrée wallonne, mais ça parle francophone dans cette contrée wallonne, parce que la langue s'y perd. Il y a différents endroits où ils perdent leur langue, et donc ils perdent un petit peu leur culture. Parce que la culture wallonne, bon, c'est, faut l'entrevoir, hein, ce que c'est que la culture wallonne,
Je veux dire, donc, quand elle s'y perd, ben, on perd un petit peu de sa culture. Quand on perd sa langue, on perd un petit peu de sa culture. Et donc, on a les langues qui sont apprises dans les écoles qui sont du code, français, anglais. Si vous apprenez l'allemand, le néerlandais, quoique le néerlandais, c'est une langue, par exemple, si je prends de la Belgique, c'est une langue voilà, du pays, voilà, etc. Donc, dans un pays, vous pouvez avoir plusieurs langues, hein, d'autant plus si le pays est partagé dans différentes... par exemple, ici, la Belgique est divisée, enfin, il y a des voisins où on a qui sont la Hollande parle le hollandais, voilà, on a l'Allemagne qui parle l'allemand, il y a le Luxembourg qui parle luxembourgeois, et vous avez la France qui parle français. Et quand vous traversez juste la petite mer qui a la mer du Nord, ben, je veux dire, vous vous retrouvez vite en Angleterre, et l'Angleterre, vous avez l'angle. Donc, là, par exemple, si je prends la Belgique, c'est un carrefour de langues. C'est un carrefour des langues. Hein. Je veux dire, est, sud, nord, est, ouest, tout ce que vous voulez, au niveau des points cardinaux, vous avez différentes langues qui s'y retrouvent. Hein. Anglais, français, allemand, hollandais et luxembourgeois. Voilà. Donc la Belgique était vraiment un point de vue de culture des langues. C'est parce que elle est située à un endroit où on a différentes langues dans son voisinage. Par contre, si vous prenez la Russie, c'était un grand pays, la Russie, eh bien là, à ce moment-là, vous avez différentes langues, mais c'est parce que le pays est étalé. Hein. Le pays, il est étalé. Voilà, le pays, il est étalé. Donc, c'est un continent. Donc, c'est un pays continent. Et donc, si vous situez à l'extrême de la Russie, ben, on va avoir des langues différentes voilà, de son opposé. Et donc, la première des choses qui vient dans le code, ben, c'est les gestuels. Les gestuels, ce sont... bien sûr, quand on est petit, c'est d'abord la gestuelle. On ne sait pas parler. Donc, on est dans une classe, on ne sait pas parler. On fait voilà, des gémissements, des cris, voilà, des pleurs, etc. Bon, c'est une gestuelle. Voilà. Et puis, vient, on apprend la langue parlée. Voilà. Et on se retrouve avec des langues, on est intégré directement, je veux dire, dans une culture. Au travers de la langue, vous apprenez une langue, et au travers dans un milieu, et vous apprenez la culture. Donc ici, il faut ce qu'on appelle un écosystème. Un écosystème. Vous naissez dans un endroit, vous apprenez certaines choses au niveau de ce même écosystème et vous évoluez, si vous restez dans ce même endroit, vous évoluez dans cet écosystème. L'écosystème va vous apprendre beaucoup de codes, notamment le langage informatique, et notamment l'informatique possède d'innombrables langages. Je pense au C, C++, le Visual Basic, voilà, Python, tralali, tralala. Bon, c'est pas ce qui manque dans le langage informatique, notamment, voilà, il y a d'innombrables langages informatiques. C'est pas ce qui manque. Alors certains créent même leur propre langage informatique, donc c'est pour vous dire que c'est ouvert à tout n'importe quoi l'informatique. Bien sûr, il y a des langages qui sont plus utilisés que d'autres, il y a des langages qui sont plus connus que d'autres, il y a des langages voilà, qui sont plus intéressants que d'autres en informatique. Alors, bien sûr, il y a aussi le monde des mathématiques, le monde scientifique, avec ses propres langages. Alors là, scientifique, là, et bien sûr les autres mondes où il y a du codage. Alors en mathématiques, il y a beaucoup de codage. L'informatique aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, mais tout ça, ce sont des codages. Et alors, par exemple, les mathématiques, quand vous avez un destinateur et un destinataire, pour qu'il y ait échange, généralement, si un professeur, hein, un professeur qui voilà, explique sa matière mathématique au niveau d'un tableau ou peu importe, un support informatique ou ordinateur, tablette, voire un tableau électronique, voilà. Si bon, il veut transmettre son savoir, il y a de nombreuses choses à faire de la part de, comment on appelle ça, du professeur, du maître professeur ou peu importe. Pourquoi? Parce que ici, bon, tout d'abord, il y a un point de vue à prendre en compte, c'est la conscience de la personne. Alors, la conscience de la personne peut être, par exemple,
fatiguée, peut-être stressée. Bon, elle va pas tout capter, les messages qui vont venir ne vont pas être tout captés. Ça c'est une chose. Peut-être, je veux dire, c'est peut-être une personne qui n'est pas forcément apte à tout retenir, c'est-à-dire qu'elle va retenir quelques éléments, pas plus. Euh, c'est-à-dire qu'elle va être, elle aura un manque de concentration. Alors, parfois on demande des concentrations qui sont, que je veux dire, il y a des cours, c'est comme ça, on demande des concentrations, euh, des taux de concentration élevés. On ne vous demande pas d'être concentré 20 minutes, parce que ça ne suffit pas. On vous demande d'être concentré au moins 45 minutes sur 50. Maintenant, si le maître ou le professeur va bailler, on ne vous demande pas d'être concentré sur son... sur ce... Voilà, parce qu'il a baillé, le professeur, vous n'allez pas être concentré sur ce... Vous allez être concentré sur le contenu de ce que le professeur va donner. Et donc, le professeur doit mettre tout en œuvre pour pouvoir, je veux dire, transmettre ses connaissances. C'est-à-dire que le message, pour faire passer un message, il a besoin, par exemple, d'outils didactiques. Parfois, on a besoin d'outils didactiques. Je pense au laboratoire. Au laboratoire, je pense au professeur de mathématiques qui peut, voilà, à partir d'un ordinateur, je veux dire, expliciter certaines choses pour mieux voir. Le tout, c'est le codage, c'est de mieux faire passer, voilà, les messages, hein, du codage. Hein. Et donc, si ça ne suffit pas uniquement de parler, l'expression orale ne suffit pas, bien sûr, il y a l'écrit au tableau, mais si ça ne suffit pas, il existe aussi d'innombrables euh, objets, des objets didactiques. Alors, il y a aussi les jeux. On peut mettre voilà, en branle voilà, des jeux didactiques, voilà, pour pouvoir appréhender, je veux dire, certaines choses. Des jeux, ou voir des objets didactiques, du matériel didactique, ou voir des ustensiles didactiques. Voilà. Et bien sûr, au travers d'innombrables exemples. Alors il y a l'outil informatique aussi. L'outil informatique, je pense à PowerPoint qui permet d'exprimer pas mal de choses, Excel, etc. Faire entrevoir beaucoup de choses. Voilà, mettre plus la personne recevra, je veux dire, des, des vues simplistes, je parle là de personne, c'est le destinataire, puis il verra des vues simplistes pour pouvoir lui faire comprendre les choses, puis il comprendra. Maintenant, ce qu'on demande, on ne demande pas de tout comprendre, hein, parce que généralement les professeurs croient que le but c'est de faire tout comprendre. Mais si une personne a compris déjà 80%, 70% du sujet, ben, elle a gagné quelque chose déjà. Si elle a compris 100%, tant mieux, mais étant donné l'état de conscience et de concentration des diverses personnes, la concentration d'une personne n'est pas la concentration d'une autre personne. Ce qui veut dire que si une personne a compris déjà 70% du message, c'est déjà ça, elle ne s'est pas déplacée pour rien. Alors, quand je vois, par exemple, si vous posez une personne qui revient du cours, vous posez la question, qu'est-ce que tu as vu au cours aujourd'hui, ben, certaines personnes ne savent pas vous répondre. Voilà, elles ont été à l'école pour rien. Donc ils se sont réveillés à 8 heures du matin, enfin 7 heures, 6, 7 heures du matin, pour pouvoir se présenter à l'école vers 8 heures et assister à des cours, pour au bout du compte sortir à 4 heures et ne rien retenir. Donc c'est comme si elle n'avait pas été au cours. Donc là se pose une question de, je veux dire, comment ont été transmis les messages du maître à l'élève. Et qu'est-ce que l'élève a fait au cours? Parce qu'il faut se poser aussi la question, qu'est-ce que l'élève a fait au cours s'il n'a rien retenu? Et beaucoup de personnes, vous leur posez qu'est-ce qu'ils ont vu, ben, ils ne sont pas capables de vous dire ce qu'ils ont vu. Alors vous lui dites, bon, marque-moi quelques lignes de ce que tu as vu au cours, mais il y en a qui ne sont pas capables. Ben, pourquoi? Parce que je veux dire, on se pose la question, qu'est-ce qu'elles ont été faire au cours? Alors, tout n'est pas de la faute du professeur, bien sûr. Hein. Le professeur, il fait le nécessaire, pour autant qu'il utilise des objets ou du matériel didactique, voire des jeux, voire des exemples, une fois qu'il a fait des exemples, qu'il a bien maîtrisé et qu'il a posé la question, parce qu'il y a des professeurs aussi qui donnent leurs cours, mais ils ne tentent pas d'avoir des comptes rendus de leurs élèves en se posant des questions s'ils ont compris ou pas. Et les professeurs, ils avancent de leur matière sans savoir si les élèves ont compris. Alors, parfois, il y a peut-être 2, 3 élèves qui n'ont pas compris, parfois c'est la moitié de la classe qui n'a pas compris, et parfois c'est toute une classe. Si à toute une classe, ben, se pose la question de voilà, est-ce que le message est passé? Ben non, parce que c'est toute une classe qui n'a pas compris. Voilà. Donc, c'est pas ça, pas forcément dans une école. Hein. Mais ici, j'ai pris le cas
d'un cas de figure d'un écosystème qui est une école, voilà, mais l'écosystème peut être une entreprise. Voilà, si un entrepreneur désire, je veux dire, avoir des besoins sur ses, ses comment on appelle ça, ses ouvriers, sur ses employés, pour avoir un système de qualité, je veux dire, au sein de son entreprise. Et si elle met en place voilà, des réunions spécifiques pour pouvoir améliorer certaines choses et que l'écosystème ne répond pas, parce que les ouvriers n'adhèrent pas à l'écosystème, eh ben, je veux dire, se pose une question de la transmission du message. Est-ce que le message a bien été placé? Est-ce que l'entrepreneur s'est bien fait comprendre? Est-ce que, bien sûr, c'est pas forcément l'entrepreneur, parce que l'entrepreneur va déléguer des personnes pour mettre en place un système de qualité. Et c'est peut-être ces personnes-là qui n'ont pas mis, qui n'ont pas, je veux dire, voilà, euh, n'ont pas su adhérer le plus grand monde à leur projet voilà, de qualité qui est bien sûr voulu par l'entrepreneur et donc par l'entreprise en soi. Et donc, vous voyez que il y a, pour faire comprendre les choses, il y a toute une dynamique voilà, de gestuelle, de langage, de dessin, euh, pour que le cerveau de quelqu'un d'autre puisse, je veux dire, assimiler, je veux dire, ces notions que vous voulez faire passer ou ce message que vous voulez faire passer. Ou attention que dans le message, il peut y avoir beaucoup de messages. Hein. Dans les écoles, quelqu'un qui donne cours, ben, il veut faire passer non pas un message. Quand vous faites un cours de maths, c'est pas un message qu'on vous fait passer, on fait passer beaucoup de messages. Voilà, on fait comprendre que bon, il y a d'abord un énoncé. Sur base de cet énoncé, on va aller chercher voilà des théories sous-jacentes. Alors, bien sûr, si les théories sous-jacentes ont été vues, bah, je veux dire, on demande d'aller les revoir la veille. Bien sûr, on se dit, par exemple, demain on verra tel cours, on verra tel cours cette semaine-ci, donc il faut aller revoir ces matières-là, là, là, là. Et puis après, quand les élèves arrivent au cours, ben, quand le moment venu pour voir cette matière-là, ben, tous ces petits messages qui sont ces messages, c'est quoi? C'est toutes ces théories qu'il faut retenir, qui ont été demandées d'être retenues pour le cours suivant, eh bien, soit étudiées par les élèves quand ils arrivent. Mais le professeur doit faire un rappel de ça. Il doit faire un rappel voilà, de ces théories, malgré qu'il vous a dit de revoir. Ben, voilà. Et donc, quand il fait la démonstration à partir d'un énoncé, ben, la démonstration, euh, ben, il vous a dit d'aller revoir certaines matières, et lui, le professeur va résumer certaines matières, tout en donnant des exemples, tout en donnant, voilà, en mettant, et en posant des questions si les élèves ont bien maîtrisé les choses ou s'il y a des questions à poser concernant, voilà, certains développements. Voilà, et on ne laisse pas une personne, je veux dire, s'endormir, je veux dire, à sa table, parce qu'elle n'adhère plus, je veux dire, aux différents messages qui sont envoyés par le professeur pour donner des explications concernant un sujet, voilà, ou un développement, ou peu importe. Voilà, et donc, normalement, bien sûr, dans les universités, les cours se font ex cathedra. Bon, c'est le professeur qui parle. Euh, c'est un petit peu comme certains réseaux informatiques. Il y a le système. Je n'aime pas te parler de ça, mais c'est le système maître-esclave. C'est-à-dire que bon, c'est le professeur qui demande et c'est les élèves qui fournissent. Voilà, maître, esclave. Bon, en vérité, bon, dans la vie courante, c'est pas un système, voilà, maître-esclave. Ce sont des systèmes, on va dire, d'échange. Une personne parle avec une personne, par exemple, de cuisine, ben, il y en a une qui répond, moi je fais ça, moi, et toi qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je fais ci, je fais là. Bon, voilà, c'est toujours entre deux ou voire plusieurs personnes. Ben, ici, bon, quand je vois le schéma de la communication, je le vois entre deux personnes. Si vous avez compris avec deux personnes, ben, vous pouvez ajouter un groupe. Voilà, plusieurs personnes, ça s'appelle un groupe. Alors, les groupes, on en trouve beaucoup, ben, notamment dans les équipes. Les équipes de football, le coach doit pouvoir communiquer voilà, des messages à ses joueurs. Alors, les équipes,
de handball, de football, tout ce qui est voilà, dans les équipes. Sport d'équipe, c'est sport de groupe. Et le groupe permet une certaine forme de sociabilité. On n'est pas tout seul, voilà, à ramoner, à se parler à soi-même. Quand on est tout seul, on se parle à soi-même. Voilà. Donc on parle à sa propre conscience. On, on- on se parle à soi-même. Voilà. Mais quand vous êtes à deux, ben, vous échangez. Alors, c'est pas parce que vous êtes à deux que vous ne parlez pas à vous-même. Parce que s'il y a un conflit, euh, vous n'allez pas dire tout ce qui se passe, mais vous allez vous ramener à vous-même. C'est là que vous allez avoir un petit problème psychologique qui va intervenir parce que voilà, la personne vous énerve et vous ne voulez pas le dire. Vous voulez pas le dire. Vous voulez pas le dire parce qu'il faut rester, je veux dire, on dit pas, quand on parle, on ne dit pas tout ce qui se passe par le cerveau, sinon ça sachez que ce qui se passe dans le cerveau, il y a deux choses. Il y a de la poubelle, euh, il y a de la poubelle, il y a des, voilà, moitié poubelle. Et puis il y a les bonnes choses. Bon, poubelle et moitié poubelle, vous avez compris que c'est du négatif. Négatif. Et bien sûr, il y a du positif. Voilà. Alors, échanger avec une personne, si elle reçoit, si la personne là, que je vais appeler A, envoie trop de négatifs, ben, elle envoie aussi des ondes négatives. Hein. Et donc, la personne B va s'échapper voilà, de cette conversation voilà, qui n'a ni queue ni tête et qui ramène juste voilà, euh, du, du point de vue négatif et ce qui n'est pas intéressant pour l'échange. Bon, un petit peu de négatif, ça va, mais bon, ramener que du négatif, je veux dire. Alors, quand on ramène du négatif, c'est comment on résout ce problème négatif. Mais maintenant, si quelqu'un dit, bon, moi je suis endetté d'autant, ben, je veux dire, l'autre personne ne sait pas répondre à son. Elle va vous dire, bon, on fait le nécessaire pour éviter de t'endetter plus et déjà de résorber tes dettes. Voilà, mais elle va pas sortir de sa poche de l'argent pour aider l'autre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, voilà, on va dire ça comme ça. Euh, on va dire ça comme ça. Donc ici, moi, je me base sur deux personnes, alors que je pourrais instituer ça sur un groupe A et un groupe B. Mais un échange de groupe. Un échange de groupe. Ben, ici, c'est pas ça que je veux voir, parce que pour voir le schéma, je veux le voir à partir de deux individualités. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a un schéma qui va apparaître, dans un schéma, ce qu'on appelle un schéma de la communication, avec bien sûr un destinateur comme destinateur. C'est celui qui envoie le message. Et puis on a un destinateur. Destinataire. Et puis le schéma il peut changer. Parce que voilà, ici, j'ai pris la communication dans ce sens-là. Maintenant, si l'autre personne parle, alors on ne parle pas en même temps, hein, parce que sinon ça devient inaudible. Hein. S'il y en a un qui crie, l'autre qui crie et qui parle en même temps, ben, je veux dire, il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Donc il faut. euh, L'un parle, et puis quand elle a terminé de parler, il ne faut pas qu'elle parle tout le temps, ne pas laisser. Et bien sûr, généralement, il faut laisser des temps de parole aux personnes. Hein. Notamment dans des réunions, etc., etc. On laisse le temps, voilà, même en classe, on laisse le temps. Euh, Vers la fin du cours, on se dit, bon, voilà, maintenant j'ai terminé ma démonstration. Y a-t-il des questions sur la démonstration, des points qui n'ont pas été compris? Qu'est-ce qui vous échappe? Qu'est-ce qui vous semble compliqué? Qu'est-ce que vous aurez pensé à la place de certaines choses? Voilà, et ainsi de suite. On pose les bonnes questions pour pouvoir évoluer. Pour pouvoir évoluer. Voilà. Et donc, ici, une personne ne fait pas de monologue. Hein. C'est pas qu'elle parle uniquement toute seule et que l'autre n'intervient pas. Généralement, dans un échange, ben, y en a un qui dit quelque chose, et puis l'autre il répond, ouais, moi aussi j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, hein, comme toi, etc., etc. Donc, vous voyez qu'il y a un destinateur, un destinataire, un destinateur et un destinataire qui peut échanger, qui peut changer, puisque si on est dans le mode 1, ben, c'est destinataire gauche vers destinataire droite, et dans le mode 2, c'est destinataire, il est ici, voilà, et le destinataire, il est là. Donc, vous voyez que
euh, ça a changé. Ça a changé. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un code. Un code, il y a un message qui va être mis sous forme d'un code. Alors, les messages, comme j'ai dit, on n'a pas forcément qu'un message, on peut avoir beaucoup de messages. Quand vous faites une démonstration, c'est beaucoup de messages qui sont passés, c'est pas un. Hein. Voilà, en fonction de. Voilà, vous allez chercher des propriétés. Voilà, déjà, ne fût-ce qu'une propriété, c'est un message. Vous faites passer un message de cette propriété-là. Cette propriété-là, elle veut dire ceci. Voilà. Et donc, on a besoin de cette propriété-là pour l'intégrer dans une démonstration. Ouais, et puis, vous allez chercher une deuxième propriété. Ben, cette propriété-là, elle fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Elle a été démontrée comme ça. Et vous en avez besoin pour cette même démonstration. Et donc, une même démonstration peut aller rechercher voilà, plus d'une vingtaine de propriétés. Bon, c'est malheureux à dire, mais quand on va chercher une vingtaine de propriétés, c'est que la démonstration, elle est un petit peu biscornue. Hein. Ouais, parce que normalement, on fait pas, pour démontrer quelque chose, on commence pas à faire 50 000 chemins pour démontrer. Le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Donc, quand on veut démontrer, on essaie de démontrer comme ça. S'il faut aller commencer à chercher une propriété ici, bon, si on va en chercher 5-6 propriétés, c'est pas encore grave. Mais si on va en chercher une vingtaine, on se pose la question, voilà, du fait que la démonstration, je veux dire, c'est difficilement démontrable, c'est que, je veux dire, on n'a pas trouvé de démonstration plus simple, c'est ça que ça veut dire. On n'a pas trouvé de démonstration plus simple, donc on va chercher par des manières biscornues. Voilà, on essaie de faire de rapier. On commence à, voilà, rapiécer, je ne sais pas si on peut dire ça, le mot existe, de faire des pièces. On fonctionne par pièces. On coud des pièces on coud des pièces les unes avec les autres. C'est ce que j'appelle des rapiessages. Je ne sais pas si ça existe, je vais voir sur internet, mais enfin bref. Donc ici, on a un ou des messages qui doivent être passés, et ces messages sont basés sur du code. Donc il y a un codage. Il y a un message transmis sous forme d'un code. Alors parfois on veut que ces codes ne soient pas compris. Alors c'est là que viennent bien sûr les par exemple au niveau d'une guerre, quand il y a une guerre, on envoie un message, mais il faut crypter. Voilà, vient le cryptage. Bien sûr, dans le cryptage, on aura toujours dire un destinateur et un destinataire. Le message sera encodé, mais avec un certain code que les personnes ne comprendront pas. D'autres personnes, seul le destinateur 1 et le destinataire 2 comprendront. D'autres personnes ne comprendront pas parce que c'est crypté. À moins qu'ils soient décryptés, ils ont su décrypter. À ce moment-là, ils pourront comprendre le code et donc le message. Donc parfois, on veut que les gens ne comprennent pas, je veux dire, le message aux alentours. Et pour éviter de se faire repérer par... on va essayer de crypter. Et bien sûr, après, il faut décrypter. Hein, pour comprendre, il faut le décrypter. Et alors, il y a plusieurs manières de crypter. Et il y a des voilà, on peut crypter de manière numérique, par des manières voilà, de dessin, etc., etc. On peut crypter de différentes façons. Alors, je vous rappelle que aussi parler, c'est fondamental, c'est un don qui nous vient du ciel. Ben, on a bien sûr le langage, on a le cerveau, bien sûr, tout provient du cerveau, le cerveau, et puis après, bien sûr, tout passe par la bouche, et donc, je vous rappelle, la langue aussi, et bien sûr, il y a aussi les oreilles, les yeux, les cordes vocales. Voilà, il y a tout un système, je veux dire, plusieurs systèmes, parce que les yeux, c'est un système optique. Voilà, euh, les oreilles, c'est un système voilà, auditif, mais qui permet aussi de l'équilibre. Hein. C'est pas uniquement d'entendre, mais ça permet aussi l'équilibre des oreilles, l'équilibre du corps. Et donc, vous aurez compris que on a des oreilles, des yeux, des oreilles, un cerveau, des cordes vocales,
Et on a bien sûr une gestuelle, comme je vous ai dit, pour avoir une gestuelle, voilà, du corps. Euh, donc tout se passe pas uniquement au niveau du haut, ben on a aussi la gestuelle du corps qui peut, voilà, faire bouger les mains, façon de faire bouger les mains, faire bouger, voilà, ses hanches, etc., etc., ses pieds, etc., son cou. Et voilà, il y a différentes façons de voir les choses. Sa tête, on peut bouger sa tête aussi. Voilà, de certaines façons de bouger sa tête. Voilà, entre dans le phénomène, voilà, de la relation, parce qu'ici c'est un lien qui va s'établir, donc une relation qui est bénéfique, parce que, ben, bénéfique, parfois ça peut être des conflits. Là, quand c'est des conflits, bien sûr, tout est négatif. Euh, mais moi, je ne parle pas de conflits, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des conflits, on peut avoir des idées nauséabondes, des idées bah, qui peuvent sortir. Alors, bien sûr, tout ça, c'est un don du ciel, c'est un don de bon Dieu qui vous a donné tout ça, le corps, l'esprit, etc. Mais échanger au niveau de l'esprit, ça, je veux dire, c'est un effet libérateur. Hein. Quelqu'un qui ne parle pas, à tout moment, il veut vouloir parler. Pourquoi? Parce que il n'est pas libéré par une forme, voilà, de parler. C'est bon pour pour la psychologie de la personne. Hein. C'est un effet libérateur. Donc, avoir une relation, émettre des idées. Le problème, c'est que les idées peuvent être, bon, neutres. On peut avoir des idées neutres. Bon, ça n'a pas d'effet. On peut avoir des idées nauséabondes qui peut impacter l'autre personne, nauséabondes, généralement qui interviennent lors de conflits, voilà, ou qui émettent des idées de conflit, alors qu'il n'y a pas forcément de conflit. Voilà, des gens émettent voilà, des idées de conflit alors qu'il n'y a pas vraiment de conflit. Par exemple, je pense à la haine. Quelqu'un qui a de la haine, elle a de la haine vis-à-vis d'une autre personne. Celle-ci, cette personne-là, elle est neutre, elle s'en fout de tout. Ben, vient une personne qui lui institue des idées nauséabondes à son encontre, ou à l'encontre de sa communauté, ou à l'encontre de sa famille, ou à l'encontre de peu importe de son groupe culturel. Voilà, on va dire ça comme ça, ou de son groupe familial. Euh, Elle va instituer de la haine, et donc ça sont des idées nauséabondes, et donc ça intervient aussi dans les communications. Hein. Voilà, mais ça induit généralement, ça peut avoir une gestuelle ou qui peut se terminer au geste parce que s'il y a une personne bon, qui va trop s'énerver, ben, elle va finir, si la personne est juste à côté, ben, ça peut se terminer aux mains. Bon. Alors les idées peuvent être bien sûr nauséabondes, neutres, voire positives. Positif. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont fort nerveuses, et donc il faut du tact à la communication. Hein. On n'énerve pas une personne qui est déjà nerveuse, hein, parce que ça peut en venir vite aux mains. Voilà, je veux dire, il y a des personnes qui sont, je veux dire, voilà, qui vont remonter, voilà, comment est-ce qu'on dit, qui vont être vite remontés. Hein. Pourquoi? Parce qu'elles sont comme ça. De par leur psychologie, elles sont vite remontées par rapport à certains messages qui viendraient à leurs oreilles et donc à leur cerveau. Ça les énerverait plus vite que... maintenant, ce qu'on demande, c'est du calme. Hein. On demande du calme, mais le calme, c'est difficile. C'est de toujours rester calme vis-à-vis de toute situation. Et quelqu'un qui sait toujours rester calme, qui sait voir les choses à sa façon, de manière zen, calme, zen, bah, elle ira loin. Par exemple, je pense à avoir une zénitude. Alors, je pense à quelqu'un qui est, je veux dire, dans un bureau, enfin un bureau de, on va dire un comptoir qui reçoit, voilà, du matériel qui est cassé ou qui doit résoudre des problèmes, voilà, de clients. Voilà, il y a un service comme ça où, par exemple, vous avez un service clientèle. Service clientèle. Je pense à un service clientèle, par exemple, hein, au comptoir ou au téléphone. Et là, il y a beaucoup de personnes qui téléphonent de manière assez énervée. Et donc, si maintenant, je veux dire, la personne qui est au bureau, je veux dire, ne sait pas prendre avec calme et zénitude
Bon, le tout, c'est pas de s'en foutre, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein. C'est de rester calme, vous avez des problèmes, et essayer de, voilà, de diminuer les tensions pour pouvoir répondre aux problèmes. Parce que si c'est pas en s'énervant que le problème va se résoudre. Voilà, on va se dire comme ça. Euh, Pensez toujours à un avion qui tombe. Bah, si l'avion tombe, je veux dire, c'est pas en vous énervant que l'avion ne va pas tomber. Voilà. Euh, Au contraire, vous envoyez des ondes négatives, je veux dire, à l'avion. Donc, est-ce que c'est bon, c'est encore bon? Bon, certains vous diront que non. Mais un service clientèle, par exemple, il faut un calme et zénitude. Donc, il doit toujours être calme. S'il va travailler 20 ans dans ce service clientèle, il pourra tenir 20 ans si il possède ce calme-là et cette zénitude et savoir résoudre les problèmes de manière toujours avec ce calme, malgré qu'il y a des clients qui arrivent avec une certaine forme de nervosité, d'agression, d'agressivité, ben, la personne sait toujours rester calme. D'autant plus que dans un service clientèle, c'est toutes sortes de types de clients qui arrivent, c'est-à-dire on ne connaît pas les tenants et les aboutissants psychologiques des personnes qui arrivent voilà, ou qui téléphonent au service clientèle. On ne connaît pas leurs tenants et leurs aboutissants. Donc il faut toujours rester calme et avoir une certaine zénitude vis-à-vis de. Donc, et une communication passera au mieux si il y a un calme qui est voilà, existant. Et donc, là, par rapport à ces propos-là, s'il y a du positivisme, on peut avoir une relation enrichissante. Avec le positivisme, on peut avoir une relation enrichissante. Positivisme, voilà, la relation peut être enrichissante parce que il n'y a pas du positif, on peut jaillir beaucoup de choses. Du positivisme, ouais, peut rejaillir beaucoup de choses. Et donc ça, c'est enrichissant, positivisme. Bien sûr, positivisme induit bien sûr le calme, une personne calme. Et donc, comme je vous dis, ici, j'entrevois la relation entre deux personnes. Donc, deux personnes, comme je l'ai dit, il y a le destinateur et le destinataire. Et donc, ça parle, lui, dans ce cas-ci, c'est lui qui parle dans un premier temps. Et donc, pour qu'une relation soit mutuellement enrichissante et libératrice, il faut que chacun soit conscient de ses propres pensées. Bon, et raconte pas n'importe quoi, hein. Donc on a une construction, bien sûr, construction factuelle. Alors évitez les mensonges, parce que bon, il y a des personnes qui sont basées sur le mensonge et racontent que des mensonges. Évitez les mensonges, parce que quand on verra que vous dites des mensonges, on vous traitera de menteurs, et donc les menteurs, on les évite. Alors on finira par éviter les menteurs. Parce que inutile d'aller voir des menteurs, parce qu'on sait bien qu'ils mentent. Ouais, donc on mettra vite le menteur face à ses contradictions, comme on dit. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Bon, donc il faut un destinateur, un émetteur. Un destinateur, c'est un émetteur de messages, hein. Un émetteur. Alors, en électronique, on retrouve beaucoup de cas d'émetteurs. Voilà, s'il y a un émetteur et un récepteur. Déjà, la télévision, c'est basé sur voilà, les émetteurs, les antennes. Vous avez un Jeux Olympiques. Voilà, il y a des télévisions qui vont filmer, vont prendre l'image et le son, parce que voilà, et vont envoyer ces images seront via des canaux de diffusion pour être envoyées vers les chaînes de radiodiffusion. Et donc, qui seront les récepteurs, qui eux, ces récepteurs vont envoyer vers les différents clients qui regardent la télévision. Donc on a toute une chaîne, vous voyez, émetteur, récepteur. Le récepteur devient un émetteur qui réémet vers un nouveau récepteur et ainsi de suite. On a une chaîne, voilà, d'émetteurs-récepteurs. Bah, ici, on pourra avoir une chaîne aussi,
si cette personne-là, là, le destinataire, ici, le 1, parle au 2, mais le 2 va parler à une troisième personne. Voilà, donc là, on aura une chaîne. Pour avoir une chaîne, on aura l'émetteur qui parlerait au récepteur ici, et puis le récepteur, le 2 devient émetteur, le récepteur serait le 3. Bon, en télévision, on a un petit peu ça. Et donc, Internet est basé sur émetteur-récepteur. Tout ce qui est télétransmission, il y a un émetteur-récepteur. Et donc, il y a du matériel d'émission, il y a du matériel de réception. Voilà, et entre les deux, il y a des canaux, voilà, de transmission, ou des fils de transmission, ou des câbles, ou des circuits électroniques de transmission. Voilà, on peut avoir des circuits électroniques. Dans une carte électronique, on a, voilà, des pistes. On a des pistes qui font, voilà, transmission des données. Transmission des données. Et donc, là, qu'est-ce qu'on demande donc dans une relation, qu'elle soit mutuellement enrichissante et libératrice. Il faut que chacun soit conscient de ses propres pensées et de ses sentiments. Bon, on parle, les sentiments, c'est fondamental parce que ça reste du langage de personnes. Et les personnes, même les animaux, ont des sentiments. Donc les sentiments, les émotions, je veux dire, font partie intégrante, je veux dire, des bases humaines et donc des relations humaines. Et donc, elles font déjà partie intégrante de l'individu. Avant d'être partie intégrante de la relation, voilà, les sentiments. Alors, il y en a qui ont des sentiments a priori, a fortiori. Voilà, il y a des gens qui ont des sentiments neutres, etc. etc. Bon, le sentiment, je veux dire, c'est un petit peu flou. Hein. Ça peut être quelque chose de flou. Hein. Ah, on se dit, ouais, telle personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça, et on se trompe. Voilà, donc il ne faut pas se tromper aussi sur voilà, la perception, les perceptions. Alors il y a la perception cognitive et la perception sentimentale. Et ça rentre dans le psychologique ici. On est dans le psychologique. C'est des facteurs psychologiques. Les facteurs psychologiques. Cognitifs et sentimental. Et je veux dire, la relation, je veux dire, si chacun peut penser certaines choses, il a un système de pensée, il veut transmettre un système de pensée dans la relation, il veut faire envoyer un message, mais elle va envoyer un message avec ses pensées, ses sentiments cognitifs et ses sentiments, je veux dire, sa perception cognitive et sa perception sentimentale. S'il a une perception dans sa tête qui n'est pas la même que la personne ici, bon, on peut échanger. Le but, c'est d'échanger, c'est de faire valoir ses points de vue de chacun. Ouais, par exemple, de ses droits ou ses sentiments ou ses faire valoir ou ses ayants droit ou ses peu importe, on peut échanger pour de multiples raisons. Si vous allez voir un avocat, vous échangez parce que vous voulez, voilà, qu'on vous défende par rapport à un cas de figure. Donc, je veux dire, là, à ce moment-là, vous allez demander vos ayants droit. Vous allez chez un avocat, échanger avec lui pour vos ayants droit. Vous allez chez un commerçant, vous voulez acheter un produit, voilà, vous échangez pour obtenir voilà, des informations sur tel produit, voilà, sur son prix, sur sa qualité, ce qu'il peut faire, comment on l'utilise, etc. Donc vous allez échanger en fonction de ça. Alors est-ce qu'il y a un point de vue sentimental? Toujours, il y aura toujours un point de vue sentimental qui va jaillir de la relation. Parce que si la personne en face de vous est, je veux dire, voilà, vous ne fait pas percevoir de sentiments, on va dire, on peut avoir une forme de théâtralisme, hein, on peut avoir du théâtralisme hein, dans la communication. Bon, ce qui permet, je veux dire, de jouer un grand jeu dans la communication. Le théâtralisme peut permettre, je veux dire, voilà. Et donc, ici, dans le processus de communication, on a bien sûr une intention avec un message, et bien sûr, il y a des filtres. Hein. On ne dit pas ce qu'on veut. Supposons que voilà, quelqu'un n'a pas de cheveux, il n'a pas de cheveux, voilà, il arrive au magasin, il n'a pas de cheveux. Le gars, si
il dit n'importe quoi, il va dire, eh oui, bon, voilà, vous n'avez pas de cheveux, vous ressemblez, je veux dire, je sais pas moi, à une tête de cacahuète, par exemple. Ça ne se dit pas. Voilà. Voilà, ça ne se dit pas. Donc, pour ça, il faut mettre des filtres. Donc, il y a des filtres. On dit pas, on raconte pas ce qu'on. On sort pas de sa bouche tout ce qu'on veut. Parce que certaines personnes ont l'art de sortir tout ce qu'ils veulent de leur bouche. Mais ça, c'est encore un point de vue psy. Parce que là, on peut avoir des compulsions. Des gens, ils ont des compulsions, ils racontent n'importe quoi. Elles sont compulsives, tout ce qui sort de leur tête, elles le disent. Et ça ne se dit pas. Parce que ça peut, voilà, choquer, ça peut faire des conflits. L'autre personne en face ne comprendra pas que chaque fois, il y en a une qui est compulsive en envoyant, je veux dire, toutes sortes voilà, de clashs, des clashs compulsifs, obsessionnels. Obsessionnel, ça fait partie de l'obsessionnel. Voilà, comme beaucoup de choses font partie de l'obsessionnel. Mais savoir tenir sa bouche, parfois, ça nous réserve plus voilà, alors, certains sont compulsifs parce qu'elles ne savent pas tenir en tête certaines choses. Elles se libèrent de certaines idées qui sont dans leur tête, qui sont néfastes. Et voilà, elles sont compulsives, elles passent de la tête à la bouche, à voix haute. Et donc, l'autre personne, elle peut choquer d'autres personnes. Et donc, ça fait pas partie d'une relation, parce que, enfin, ça fait partie d'une relation, mais c'est à éviter, à proscrire, parce que ça peut y ramener, voilà, toutes sortes d'incompréhensions, voire de la dispute, voire ça peut en venir aux mains. Parce que, je veux dire, la communication orale et écrite peut bien sûr ramener à des bagarres, hein, d'office, des bagarres. Une gestuelle, une mauvaise gestuelle, une mauvaise, voilà, et ça dépend aussi de l'état psychologique de la personne qui va percevoir. Je veux dire, certains vont outrepasser les compulsions de certaines personnes, parce qu'elles vont rester calmes, polies, je veux dire, respectueuses, honnêtes, etc., en passant devant, voilà, euh, la mauvaise intention de la personne d'en face. Elles vont rester, voilà, elles vont s'écarter, éviter, vont faire d'évitement. Évitement pour éviter des problèmes. C'est juste ça. Elles ne vont pas éviter parce qu'elles ont peur ou quelque chose comme ça. Certains vont éviter parce qu'ils vont fuir parce qu'ils ont peur. Ben, d'autres, il y en a, ils vont éviter parce qu'ils ne veulent pas avoir des problèmes. Voilà, parce que s'il y a un conflit, ben, ça peut mal terminer pour l'une ou l'autre personne, pour la 1 ou la 2. C'est pas parce que la 1 a provoqué que la 1 va avoir une emprise sur le 2. Bien au contraire, parfois la 2 va rester zen, voilà, calme, pour éviter tout problème euh, très important. Ben, je veux dire, elle va fuir, elle va partir, parce qu'elle va fuir peut-être les problèmes voilà, de justice, de loi. Voilà, elle va pas partir parce qu'elle a peur. Voilà, elle va pas se dire que la personne 1 va prendre le dessus, parce que ça se pourrait. La personne 2, je veux dire, bon, elle a pris voilà, des sports de combat. Ouais, elle se sent, je veux dire, elle sait bien qu'elle est plus forte au niveau, voilà, beaucoup de choses. Donc, on va se dire que la 2 va plutôt fuir parce qu'elle ne veut pas de problème de justice. Alors que le 1, bon, elle raconte n'importe quoi, elle s'en fout jusqu'au jour où elle va avoir un problème de justice, elle va comprendre que, je veux dire, le tribunal va lui faire comprendre que bah, elle doit payer les dégâts qui sont très coûteux. Très coûteux. Des dégâts ça peut rester des années au tribunal pour une histoire de bagarre. Voilà. Alors donc ici, euh, l'acceptation, est-ce qu'il y a toujours une acceptation? Pas forcément. Une bonne relation, c'est que on accepte voilà, les sentiments, euh, les, les, euh, les bonnes mœurs, les bons sentiments, euh, les bons préceptes de la personne d'en face. Bien sûr, il y a un filtre. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il y a un filtre. Il y a du filtrage. Voilà. Donc ici, ça c'est l'émetteur, ça c'est le récepteur. Et donc, comme je l'ai dit, il faut accepter. Il y a cette notion d'acceptation dans la relation. Acceptation. C'est-à-dire que on va accepter ouais, la, la, les pensées ou la pensée ou les pensées ou le système de pensée de l'autre. On va l'accepter ou pas. Certains ne l'acceptent pas. Donc on a un système de pensée. On va l'accepter. Voilà. Euh, on va accepter bien sûr les sentiments.
la tenue de la personne, sa façon voilà, de se présenter avec sa gestuelle. Et bien sûr, sa tenue, sa morphologie, on va accepter sa morphologie, on va accepter s'il a voilà, comment on appelle ça, on va éviter toute discrimination, c'est ça que je veux dire. Si elle a voilà, comment ça s'appelle ça, des tatouages, ben, on accepte une personne de dialoguer avec telle personne. Bon, quand il y a un intérêt à dialoguer, bien sûr. Alors, on va accepter la tenue, la morphologie de la personne d'en face, la façon de présenter de la personne d'en face. Quoique, bon, la personne d'en face doit quand même avoir une certaine tenue si elle se présente dans certaines... voilà, parfois, la tenue est exigée. On vous demande une certaine tenue pour arriver. Par exemple, au théâtre, on vous demande une certaine tenue. Avant c'était comme ça. Au théâtre, ils vous demandaient d'avoir une certaine tenue. C'était la tenue de ville qui était demandée pour aller au théâtre. Donc on ne pouvait pas accepter n'importe qui avec n'importe quelle tenue. Voilà. Donc il y a dans cette relation une acceptation. Bien qu'on ne soit pas d'accord avec tout et n'importe quoi, il aura des désaccords, mais les désaccords ne doivent pas être amenés à des conflits, voilà, ne doivent pas venir aux mains. Le tout, c'est de ne pas venir aux mains dans le dialogue, parce que si ça revient aux mains, c'est les tribunaux qui vont intervenir, et comme je vous dis, ça peut intervenir pendant des années, hein, 10-15 ans au tribunal. Si vous avez blessé fortement une personne et en finalité de payer très cher, je veux dire, la blessure de la personne. Donc, celui qui parle, l'émetteur, a une intention, bien sûr, qui est une ou des idées de ce qu'il veut dire à l'autre, qui est le récepteur, ou une idée de ce qu'il veut que l'autre comprenne. Il veut faire passer un message, il veut que l'autre comprenne ceci. Ça peut être, quand je dis des intentions, ça peut être des obligations. Ça peut être des obligations. Parce qu'une intention, peut-être, on oblige. Bon, prochaine fois, tu ne feras plus ça. Prochaine fois, tu feras ça. Et voilà, ça peut être des ordres. Voilà, parce qu'on veut qu'elle comprenne des ordres. On veut qu'on comprenne. Parce que parfois, la relation, elle est basée sur la relation maître-esclave. Par exemple, quand vous avez un chef, voilà, c'est lui le chef. Il est délégué en tant que chef dans une entreprise. Si le chef dit à l'ouvrier de faire ceci, tel rôle, de jouer tel rôle, ou de, voilà, par exemple, il vous dit, bon, samedi, tu viens pour faire un dépannage de machine, ben, l'ouvrier doit écouter. Il doit comprendre le message, même s'il est embêté, que le samedi, bon, il fait du vélo, ou n'importe quoi, ben, l'ouvrier doit se présenter le samedi pour venir travailler, faire dans le dépannage, comme on lui a dit, le dépannage de la machine, rien d'autre. S'il fait autre chose, ben, le chef viendra lui dire, écoute, je vais te faire le samedi le dépannage de la machine, tu l'as pas fait, tu as fait autre chose. Ouais, moi j'avais autre chose à faire. Ouais, mais non, c'est le chef qui commande. Parce que l'entreprise délègue des tâches au chef, et le chef doit dire aux ouvriers ou aux employés, voilà, ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire en tel jour, telle date, telle heure. Je veux dire, voilà. Et donc l'ouvrier n'est pas chez lui. Il n'est pas chez lui. Il a une rémunération en fonction des tâches qu'on lui demande de faire. Donc il doit faire ce que le chef lui demande. Et s'il a des choses à faire par après, mais qu'il les fasse par après, mais c'est d'abord le chef, le travail de ce que lui a imprimé le chef, voilà, lui a fait comprendre de faire. Donc il faut que l'autre comprenne ce que l'émetteur envoie comme message. Et qui doit avoir un effet sur les récepteurs. Parce que l'intention, l'ordre est dicté par le chef à l'ouvrier, ben, l'ouvrier doit avoir un effet. L'effet, c'est de bien comprendre ce que parce que s'il n'effectue pas la tâche de samedi, ben, l'ouvrier, bon, il va se retrouver chez le bureau du chef. Donc voilà, il sera averti, il aura un avertissement. Bon, je t'ai demandé de faire ça, tu n'as pas fait, ça fait la deuxième fois, voire troisième, quatrième fois, attention. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Donc on a des intentions, parce que la communication, c'est pas forcément une relation, on fait pas ce qu'on veut. Hein. Il y a des communications, des communications libres, mais il y a des communications qui sont basées, bien sûr, sur des ordres. Hein. Il y a des ordres. Donc, le message, bon,
on raconte n'importe quoi, on parle d'un sujet. Bon, voilà, je suis parti en vacances telle année, toi, moi aussi je suis parti en vacances telle année, j'ai fait ci. Bon, ça c'est libre, c'est la liberté de. Voilà, on est dans la libre pensée, dans la liberté d'expression. Bon, chacun raconte ce qu'il veut. La rigueur, quelqu'un a envie de mentir, il ment. Bah, ça n'a aucun effet. Chacun va retourner chez lui en buvant un café sans retenir ce que l'autre a raconté. On va dire ça comme ça. Par contre, un ordre qui est donné par un chef, c'est intérêt, là, c'est un ordre. Ça n'a plus rien à voir d'avoir un caractère de liberté de dire n'importe quoi. Voilà. Là, l'ordre, il est cadré. On est dans une entreprise pour répondre à des ordres, des instructions. C'est des instructions, on ne fait pas n'importe quoi. On ne va pas dans une entreprise pour danser. J'ai envie de danser aujourd'hui, je veux danser. Non, ça ne va pas comme ça. L'entreprise, il y a des instructions qui sont émises par des tâches qui sont écrites et qui sont à exécuter. Donc on exécute des tâches, des ordres dans une entreprise. Et le chef peut changer ses ordres, ses instructions pour faire d'autres instructions et d'autres ordres. Et donc il faut écouter les ordres qui sont émis par le chef. Et donc là, on n'a pas le choix, puisqu'on est payé pour ça. On est dans une entreprise pour exécuter des ordres, et donc des tâches, et donc répondre aux griefs du chef. Donc vous voyez que dans les communications, parce que dans une entreprise, on est tenu à sous forme de rémunération. Dès le moment où il y a une rémunération, on doit exécuter des ordres, voire des tâches. Dès le moment où il y a une rémunération, donc vous travaillez, vous devez faire ce qu'on vous demande. Quand il y a un revenu. Parce qu'il y a un revenu qui est derrière. Il y a un revenu qui... Voilà, l'un paye et l'autre perçoit le revenu. Mais pour autant qu'il réponde aux critères, aux griefs du chef, c'est-à-dire de répondre à des ordres, à des tâches à exécuter. Donc la liberté, on n'a pas forcément une liberté de dire ce qu'on veut, une liberté de penser. C'est pas tout à fait toujours le cas. Mais si vous rencontrez une personne dans la rue, vous pouvez discuter de tout et n'importe quoi sur un sujet. Quitte à mentir, si vous mentez, bon, ça n'a pas d'impact. Je veux dire, par contre, vous mentez au chef, vous allez mentir une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, je crois que vous êtes d'or et vous n'aurez plus les revenus que l'entreprise vous fournissait. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est basé sur un système de punition aussi. Hein. Vous ne répondez pas il y a des punitions la punition, c'est d'être dehors de ne plus travailler dans notre société et d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas une société où vous pouvez être plus à l'aise. Et je ne crois pas que vous serez plus à l'aise dans une autre entreprise si vous faites les mêmes démarches que vous avez entrepris dans l'entreprise précédente. C'est-à-dire ne pas écouter les ordres et les démarches à faire qui ont été imposées, parce que c'est de l'imposition. Alors, si vous ne voulez pas de l'imposition, ben, vous êtes puni. Dans une entreprise, c'est-à-dire que vous ne travaillez plus pour l'entreprise. Alors, donc on peut se dire que la communication, c'est quoi? C'est l'intention d'un émetteur traduit dans un message qui exerce un effet sur le récepteur. Maintenant, le tout, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une bonne communication. On va dire que la communication est bonne quand l'émetteur obtient l'effet qu'il voulait avoir sur les récepteurs. Voilà. Donc quand ça se passe comme ceci, par exemple, le chef demande quelque chose et que, il va dire, le récepteur l'a fait, il a exécuté l'ordre, voilà, là on a le chef, là on a l'ouvrier, mais si l'ouvrier a fait ce qu'a demandé le chef, il l'a fait parfaitement, il l'a fait à 100% de ses moyens, l'ouvrier, je veux dire, là on va voir, ce qui a été dit par le chef a été traduit par des actes. Donc ça s'est traduit de la parole aux actes. Le chef a transmis un message par voie verbale, c'est-à-dire par parole. Par exemple, tu dois faire l'entretien de la machine, et l'ouvrier a effectué l'entretien de la machine, il a tout fait. Et donc ça s'est traduit des paroles aux actes. Alors, pourquoi? Parce que la parole a été comprise. S'il a fait l'entretien, c'est parce que le chef lui a demandé de le faire, et donc il a arrêté son travail pour faire l'entretien, et donc c'est qu'il a compris la parole du chef, et il a été mis en garde par la parole du chef.
Voilà. Et donc, ça s'est traduit en acte, c'est-à-dire la réparation de la machine. Donc, en fait, on va se dire ici, la communication est bonne quand l'émetteur obtient l'effet qu'il voulait sur le récepteur. Donc ici, bien sûr, je vous rappelle qu'il y a une intention et un effet. Là, il y a une intention. Et ici, il y a un effet. Voilà. Et donc, bonne communication, c'est quoi? Ben, c'est quand l'intention égale l'effet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un message? Le message. Qu'est-ce que c'est qu'un message? Alors, une demande aussi, par exemple, ici, l'intention, ça peut être une demande. Et l'effet, c'est que la personne puisse répondre ou pas à la demande. Parce que si elle ne sait pas répondre, elle a quand même compris le message. Si elle sait pas, même si elle ne sait pas répondre, elle a compris le message. Mais une question, l'intention, une question, ça peut être une intention. Hein. On pose une question, et l'effet, c'est que le récepteur réponde. Bon, mais maintenant, le récepteur ne va pas forcément répondre si elle ne connaît pas la réponse. Mais elle a tenté, elle s'est dit, bon, elle s'est dit, est-ce que je sais pas, ou peut-être qu'elle sait, mais elle ne dit pas, ou, ou peut-être qu'elle ne sait pas, mais qu'elle dit que je sais, mais elle va quand même répondre, mais peut-être à côté de la plaque. Mais voilà, on va dire se dire comme ça, mais donc, au moins, quand il y a eu une intention, il y a une question, par exemple, bah, c'est une intention, on aura un effet, soit on répond ou on répond pas. Le récepteur répond ou répond pas. Alors qu'est-ce que c'est qu'un message? Ben, le message est porteur euh, de l'intention, de l'intention. Alors le message est porteur de l'intention, bien sûr. Et donc il y a quoi dans ce message? Ben, il y a du contenu, hein. C'est du contenu. Alors contenu, je vous rappelle que contenu peut être par voie orale, par voie orale ou verbale, hein. Voilà, orale, par voie écrite, par voie artistique. Artistique, je pense à du dessin, de la musique, par voie, je veux dire, scientifique, bon, plutôt par voie électronique. Par voie électronique, et ainsi de suite. Le message peut être, voilà, un contenu à multiples facettes. Ce qui est bien, c'est que, justement, c'est ça. Le message est à multiples facettes. Comme on a la diversité dans l'univers, des planètes, voilà, la diversité des planètes, etc. On a une pleine diversité. On a une diversité des êtres humains, ça c'est le bon Dieu qui a créé tout ça, bien sûr, il a créé les êtres humains avec sa diversité, diversité des paysages, heureusement, comme ça quand on peut aller en vacances, on peut changer d'endroit, changer de lieu, d'endroit et donc d'environnement. Donc la diversité des fleurs, la diversité des arbres, eh ben, il y a aussi la diversité des contenus. Diversité des contenus, voilà. Le contenu peut être divers et varié. Divers et varié. Par exemple, si je prends du point de vue oral, le contenu, ben, c'est une signification. Ah oui, il y a aussi le mot, il y a les signifiés, signifiant, signifié. Attention à ça. Il y a le signifiant, signifié. Qui se cache derrière, bien sûr, le contenu. Mais la signification du mot à mot, dans le message, alors je rappelle qu'on peut avoir, par exemple, dans l'écriture, on peut avoir du texte. Le texte, c'est des phrases. Les phrases sont des vers. Enfin, je m'excuse. Les phrases sont des mots. Alors, c'est pas des mots n'importe comment, c'est des mots construits. Hein.
avec sujet, verbe, plus complément d'objet direct, d'objet indirect, complément circonstanciel de lieu, de temps qui donne voilà, de signification plus, je veux dire, plus complète à une phrase. Et donc, on a du texte, et bien sûr, ces mots sont constitués de lettres, qui est l'alphabet. Voilà, et donc, dans toutes les langues, ça se passe comme ça, il y a un alphabet, il y a des mots, il y a des phrases, et les phrases forment le texte. C'est comme ça. Dans tous les codages, je veux dire, de langage parlé, de langage parlé, oui, et de langage écrit, ça se passe comme ça. C'est toujours la même chose. C'est toujours voilà, de l'alphabet, des mots, des phrases et du texte. Voilà, ça c'est le contenu. Donc il y a une signification du mot à mot dans le message. Il y a une signification avec que dit signification, dit signifiant signifié. Voilà. Alors vous faites un dessin, généralement il y a aussi du signifiant signifié dans votre dessin, en général. En général. Il y a du signifiant signifié. Alors, bien sûr, il y a la signification dans le message. Et il y a le sentiment. Sentiment, c'est la façon dont le message est livré. Par exemple, si vous faites une demande, par exemple, on va dire, dans le sentiment, un exemple, s'il y a une intention, on dira, par exemple, peux-tu aller te coucher? Voilà. Ou veux-tu aller te coucher, qui est différent de va te coucher. Alors, va te coucher, bien sûr, là, on entrevoit ça comme un ordre qui peut être vu, perçu par, on va dire, une certaine forme de méchanceté. On entrevoit ici une méchanceté. Voilà. Et donc là, il y a un sentiment négatif qui va jaillir de la personne réceptrice. C'est normal parce que ici, on a va te coucher, point d'exclamation, c'est voilà, c'est un ordre, donc c'est de l'impératif. Alors l'impératif est généralement à proscrire. Ici, c'est une demande. C'est plus une demande. Peux-tu, veux-tu. Donc là, on a un sentiment. Ouais, vous voyez que le sentiment, il y a un sentiment qui sera plus perçu de manière plus, on va dire plus, va être perçu plus limpide, plus sentimental, plus, on va dire, plus limpide et plus convenu. Voilà, plus convenu. C'est plus, il y a le mot malvenu et le mot plus convenu. Bon, alors, l'ordre, c'est plus malvenu. Parce que quelqu'un qui reçoit un ordre, sentimentalement, certains acceptent les ordres, mais d'autres préfèrent avoir une formule plus adéquate, parce que, étant donné leur psychologie, n'aiment pas d'avoir des expressions, des vocables malvenus. Donc il faut passer par un tour de passe-passe qui est une intention plus convenable. Plus convenable. Donc plus convenable, c'est moins de toucher sentimentalement la personne, qui est peut-être plus fragile que d'autres. Il y a des personnes plus fragiles que d'autres, donc elles n'aiment pas les ordres. Elles préfèrent qu'on les parle de manière plus, on va dire, tendancieuse. Voilà, de manière plus cadrée, plus convenue.
plus convenable, on va dire plus convenable. On va dire ça comme ça. Alors, comme je vous l'ai dit, ça dépendait du contenu et du sentiment. Il faut qu'il y ait aussi, de temps en temps, une adéquation entre contenu et sentiment. Parce qu'il est clair qu'un contenu peut être accompagné de sentiments différents et présenter on va dire, un sens différent, selon le ton de la voix, les gestes et tout le langage, on va dire, non verbal. Donc, un même contenu peut provenir, voilà, de sentiments différents. Alors, si quelqu'un crie, et alors il y a crier très fort, crier fort, voilà. Il y a le visage, le dire avec le visage, va te coucher. Ah, alors si vous dites avec le sourire, voilà, ça, peux-tu aller te coucher? Voilà, c'est pas la même chose. Hein. Le contenu est le même. On sait bien qu'on doit aller dormir, on doit aller au lit, mais la façon de le dire, crier très fort ou voir fort, voilà, ou peut faire percevoir une tête, voilà, qui est mécontente, parce que la personne voit dans la communication, le récepteur, il voit, il voit que la personne est mécontente, ou elle voit que la personne est contente. Donc il y a, voilà, l'art de la perception sentimentale des choses. Il y a l'art de la perception sentimentale des choses. On perçoit, je veux dire, les sentiments des autres, et donc ça va jouer sur son propre sentiment. Donc vous voyez que le ton de la voix, c'est fort important. Les gestes. Alors si on fait trop de gestes, voilà, avec les mains, on semble agité pour pouvoir émettre un contenu, pour avoir une intention avec. Voilà, voilà. En cas de punition, on peut se dire, la personne peut être mécontente et s'agiter au niveau des mains, des pieds, etc. Faire de l'aller-retour au niveau de la marche. C'est normal parce que là, il y a une punition qui. C'est pour montrer qu'il peut y avoir une punition ou qu'une punition va être émise à une classe complète ou à une personne. Voilà, donc là, à ce moment-là, on s'agite pour faire comprendre que il y a une punition qui va être, qui va jaillir. Voilà, mais pour avoir un contenu, par exemple, quelqu'un n'étudie pas, ben, on peut se dire, bon, le montrer par des sentiments, par sa voix. Ton de la voix, je veux dire, assez. Qui n'est pas douce, mais plutôt une voix ardue, non douce, pour montrer que la personne d'en face ne travaille pas, ne fait pas ses devoirs, ne répond pas aux, voilà, aux, ne répond pas aux appels du professeur ou du formateur quant à son travail à, à effectuer ou établir. Il ne répond pas. Donc là, on peut émettre un sentiment négatif, c'est-à-dire être mécontent, faire percevoir par le visage que le professeur ou le formateur est mécontent de son élève. Alors s'il est content, il le fera avec un sourire. Alors certaines personnes, bon, ont un double langage. Double langage, ça veut dire, elle est mécontente, mais elle le fait savoir avec un sourire. Ouais, pourquoi pas? Elle est mécontente, elles le font savoir avec un sourire. Bon, maintenant, tout est dans l'art, voilà, de la gestion
des psychologies qui est en face de vous. Voilà. Ça, c'est qu'est-ce qu'un message. Donc, il a un contenu avec une grosse partie basée sur les sentiments. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise communication? Ben, une bonne communication, c'est quand l'intention égale l'effet. L'intention égale l'effet, c'est une bonne communication. Mais ça, c'est une bonne communication. Une mauvaise communication, c'est quand l'intention est différente de l'effet. Voilà. Et bien sûr, on peut décrire les causes. Hein. La problématique des causes. Les causes, voilà. Si je prends par exemple les causes, ben, c'est la façon dont l'émetteur envoie son message ne correspond pas à son intention. Alors, de façon consciente ou pas, que ce soit fait de façon consciente ou pas. Donc, à ce moment-là, l'émetteur donne à son message une intention particulière. Bien sûr, en y plaçant un filtre. Alors, le filtre, c'est une expression non verbale, ça peut être une posture du corps, un mouvement des bras, des mains, le son de la voix, etc. Alors, je peux prendre un exemple. On vous offre un livre que vous rêviez d'acheter depuis longtemps. Normalement, les gens qui sont contents avec leur cadeau, c'est ceux qui désirent faire un achat à un moment donné et que puis ils attendent pour l'acheter et quelqu'un lui offre un cadeau. Donc justement, on lui offre un cadeau qu'il avait besoin. Voilà. Par exemple, il veut un GSM ou un portable. Il avait besoin de ce portable-là, on lui offre un portable. Bon, ça c'est magnifique, ça tombe à point nommé, comme on dit. Voilà. Et donc, on vous offre un cadeau que vous rêviez d'acheter depuis longtemps. Ce cadeau, c'est normal, il vous va vous faire plaisir parce que vous l'attendiez. Enfin, vous attendiez d'acheter voilà, un objet et vous le recevez en cadeau, donc ça vous fait plaisir. Et pourtant, vous offrez un merci désenchanté. Voilà, c'est un merci que désenchanté. Voilà. Pour celui qui vous a payé le cadeau, c'est pas rigolo, voilà, parce qu'il vous fait un cadeau, il vous fait un petit plaisir, et vous avez besoin justement de cet objet, et vous offrez au niveau sentimental un merci désenchanté. Alors ça, c'est peut-être pourquoi, parce que peut-être pas la personne est comme ça, hein, c'est peut-être une personne cafardeuse. Voilà, je n'en sais pas plus, mais enfin bref, elle vous donne un merci désenchanté malgré ce qu'elle a, ce qu'elle a reçu. Et donc là, vous voyez que dans ce cas de figure, la façon dont l'émetteur a envoyé son message, ben, il ne correspond pas à son intention. Vous voyez que l'intention, c'était de faire plaisir, et l'effet, ça a été tout le contraire. Il a reçu un merci désenchanté, et bon, elle n'est pas forcément plaisante avec ce cadeau. Donc là, on va dire que l'intention est différente de l'effet. Voilà. Maintenant, une deuxième cause, c'est que le récepteur saisit mal le message. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a un filtre. Le récepteur, il a un filtre. Alors ce filtre peut provoquer ce qu'on appelle la distorsion du message, c'est-à-dire une mauvaise compréhension. Alors justement, ça évite une mauvaise compréhension, la distorsion du message. Ben,
induit une mauvaise communication. Alors, comment éviter justement la mauvaise communication? Il faut bien identifier notre intention. Ensuite, vérifier si notre message a été bien compris. Ou alors, si nous avons bien compris le message de l'autre. C'est-à-dire, obtenu une confirmation, vérifier ce qu'on appelle le retour. Le retour. Alors, vérifier le retour, c'est ce qu'on appelle le feedback. On retourne le feedback. Donc, et ça, quand les professeurs donnent cours, voilà, une bonne communication, c'est que l'élève a tout compris. Pour un professeur, quand il donne cours, bon, bien sûr, il étale bien sûr son savoir-faire, son savoir-être, bien sûr, son savoir-faire, ses compétences. Hein. Alors, ces compétences, c'est de l'acquis. Ces acquis, c'est de l'avoir. Savoir-être, c'est de l'être. Donc, vous voyez qu'il y a de l'être et de l'avoir. Alors, savoir-être, c'est la présentation, c'est sa gestuelle, c'est savoir parler correctement, c'est savoir-être, c'est beaucoup de choses. Savoir-faire, ben, c'est les compétences. C'est transmettre les compétences. Bon, transmettre les compétences, pour autant que, je veux dire, il fournit, le professeur fournit la documentation, fournit voilà, la documentation, il fournit du support papier, c'est-à-dire avec le contenu à transmettre. Il fournit, pourquoi pas, des titres de livres, de bouquins, des bouquins, etc. Des titres de livres où se référer. Donc un système de référence où les élèves peuvent aller, voilà, ils ont pas mal voilà, de possibilités d'aller voir le contenu dans de la documentation, dans les papiers fournis par un résumé, par exemple, ou des contenus fournis par le professeur, des livres et des bouquins qui contiennent ce contenu qui va être formulé en classe, des références diverses. Voilà. Et bien sûr, comme je l'ai dit, des outils pédagogiques. Des outils pédagogiques. Par exemple, vous voulez voir de la, comment on appelle ça, de la pneumatique. Ben, en pneumatique, il existe voilà, des installations que vous pouvez faire en pneumatique, voire des valisettes. Il y a des valisettes toutes faites pour étudier la pneumatique, etc. C'est des outils pédagogiques. Et donc, le professeur, lui, plus il va aider ses élèves, je veux dire, à acquérir l'information, et puis il va fournir des informations et livrer des références d'informations. Et puis, quand il va donner des explications, bah, il sera large dans ses explications. Donc, s'il y a des points qui sont non compris, ben, renvoyer l'élève vers des références ou redonner une explication utile et agréable aux élèves. En reprenant un sujet qui retravaillera, je veux dire, qui retravaillera les points évoqués non compris. Le tout pour faire saisir au mieux le message. Donc, faire saisir un message, c'est pas forcément de mettre une matière compliquée, c'est de la décortiquer aussi. On peut travailler sur une matière compliquée, la décortiquer. Voilà, on peut décortiquer pas à pas. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Toute matière compliquée, décortiquée au pas à pas. Voilà, on décortique. Alors pourquoi on décortique? Parce que le cerveau, il est comme ça. Lui, il aime bien de voir les choses décortiquées. Et des moments où c'est décortiqué, ben,
on peut faire saisir les choses au mieux que l'on peut. Et donc, décortiquer, ce sont différents messages, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, chaque point, chaque concept qui doit être maîtrisé par les élèves, ben, c'est chaque fois, chaque concept est chaque fois un message en soi. Alors bien sûr, on peut définir une unité de message. Chaque concept serait une unité de message. Alors s'il y a 10 concepts, il y a 10 unités de message à faire passer. Et chacun doit être saisi un à un. Donc, le récepteur, qu'est-ce qu'une mauvaise communication? C'est quand le récepteur saisit mal le message. Comme je dis, lui aussi, il a un fil qui peut provoquer de la distorsion dans le message. Et on évite justement ces distorsions de message. Il faut bien identifier les intentions et ensuite vérifier si notre message a été bien compris. Ou si nous n'avons pas bien compris le message, de l'autre, c'est-à-dire d'obtenir une confirmation, c'est-à-dire vérifier par un feedback. Voilà. Alors, identifier son intention. Il faut bien identifier son intention. Parce que si à la base, c'est pas cohérent, si c'est incohérent ou un manque de cohérence, alors il y a l'incohérence complète ou un manque de cohérence, c'est-à-dire manque de cohérence, une incohérence partielle, c'est ça que je veux dire. Voilà, parce qu'on peut avoir une incohérence totale, voire une incohérence partielle, c'est-à-dire un manque de cohérence. Alors la cohérence de l'intention, si déjà à la base l'émetteur n'émet pas de façon cohérente, c'est tout à fait normal que le récepteur n'est pas à l'abri de ne pas comprendre le message. Une bonne compréhension du message, c'est bien sûr d'abord et avant tout une bonne cohérence de l'intention. Et donc, ça nécessite quoi? Une bonne connaissance des pensées et des sentiments. Alors, les pensées et les sentiments sont des réactions à ce qui se passe en nous intérieurement et autour de nous. Donc, on est dans un écosystème avec un environnement. Voilà, il y a l'être, le paraître, dans, on va dire, dans un environnement. Alors bien sûr, ces deux-ci sont dans le même environnement. Donc c'est pour ça que je vous disais, donc la connaissance des pensées et des sentiments doit se faire de manière partagée, c'est-à-dire dans un écosystème qui appartient aux deux personnes, à l'émetteur et au récepteur. Donc tout se passe à l'intérieur, l'intention se passe à l'intérieur, l'intention avec bien sûr la connaissance des pensées et des sentiments, de ce sentiment, qui vont réagir par rapport à ce qui se passe dans, je veux dire, dans le cerveau et dans l'environnement, c'est-à-dire autour de l'émetteur. Et bien sûr, si le récepteur est proche, autour du récepteur. Alors bien sûr, il y a toujours, c'est basé sur un système d'excitation physiologique, ce qui permet de différencier, on va dire, les émotions agréables des émotions désagréables. Donc l'être humain est capable de faire le distinguo. Alors, bien sûr, pour nommer les émotions que la personne ressent, il faut d'abord observer la situation dans laquelle la personne est. C'est à partir de là qu'on pourra se dire, bon, donner une réaction qui sera une réaction de type physiologique, à excitation, je veux dire, agréable ou désagréable, par rapport à son environnement et, on va dire,
à l'intérieur de la personne. L'intérieur de la personne et de son environnement. Donc il faut bien identifier l'intention, c'est ça que je veux dire. En gros, il faut identifier l'intention, qui doit être quelque chose de cohérent. Je vous remercie.